au regard du cahier des charges alors, actuel, bien sûr, et des connaissances que l'on a sur les besoins alimentaires, je vais vous donner quelques chiffres de performance que nous avons sur les élevages que nous suivions en G3T, G2, jusqu'en... c'est pas le... Si, voilà, jusqu'en 2016. Donc, alors des chiffres qui vont être relativisés puisqu'on est sur un nombre d'élevages assez bas. Alors on a vu ce matin qu'il y avait 400 élevages en truie. En G3T, donc c'est le suivi du troupeau de truie, nous avions 16 élevages. Donc il faut être très, très modeste sur les chiffres et très humble quant à leur interprétation. Ce qu'il est à noter, c'est qu'on a observé, donc Antoine l'avait montré ce matin, c'est qu'on a des tendances d'élevage qui grossissent. Alors là, on voit un peu en suivi, ça reste modeste, hein, on passe entre 2014 et 2016 de 72 truies à peu près à 78 truies, mais il y a une tendance quand même à l'augmentation des tailles d'élevage, et forcément, quand ils sont suivis, ben, c'est les plus gros ateliers qui sont suivis. Bon. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on est sur des niveaux de productivité assez peu élevés. Alors, je n'ai pas mis en parallèle le conventionnel parce qu'il ne s'agit pas de ça, mais ça reste peu élevé et surtout, comment dire, très variable. Hein. C'est une donnée alors depuis plusieurs années, là je vous ai mis les 3 dernières années, qui évolue peu parce qu'on est resté autour de 21 porcelets sevrés par truie productive, je dis bien productive et par an, mais avec une grande variabilité puisqu'on estimait en 2016 que ça allait de 7,2 à 24,5. Alors j'y reviendrai un tout petit peu tout à l'heure parce qu'effectivement, si on veut produire plus, il faut aussi sevrer plus. Voilà. Et en termes de compétitivité, c'est pas neutre. Alors c'est lié à plusieurs choses, on voit qu'il y a quand même des nés totaux, alors aussi avec une grande variabilité, hein, puisqu'en 2016 on est autour de 13,5 de porcelets nés totaux par portée, mais avec quand même beaucoup de pertes, et c'est là qu'il y a sans doute un travail à faire, alors on en parlera un tout petit peu après, puisque la moyenne des pertes elle est autour de 28,1% sur nés totaux. Alors on met nés totaux parce que comme on a beaucoup d'élevage en plein air, il est difficile de faire la part des porcelets mornés et des porcelets... Alors discours de technicien, hein, et des porcelets qui sont nés après, qui meurent après. Voilà. Mais la variabilité est aussi très grande parce qu'on va quand même, dans les élevages suivis, hein, je dis bien dans les 16 élevages suivis, donc on n'a pas toutes les autres données, entre 11,9 et 38,7%. Donc ça reste assez élevé. En parallèle, on avait fait un projet Casdar Port-Bio, alors 2010, on l'appelle 2010, mais c'était fini en 2015, et on avait relevé un peu plus d'élevage, on en avait 25, et on était sur les mêmes bases de peut-être un peu plus de productivité, enfin un peu moins de productivité à l'époque, pardon, mais aussi avec toujours ces grandes variabilités et toujours ces pertes très élevées. Vous voyez, le meilleur éleveur dans notre échantillon était à 6,4, le plus mauvais, entre guillemets, était à 35,8, 7,3 de pertes. Donc ça reste des préoccupations qui, malgré 4-5 années de différence, ne bougent pas beaucoup. Au niveau des performances techniques, technico-économiques, alors je ne vais pas donner trop de chiffres économiques, je vais surtout donner des chiffres techniques, parce que les chiffres économiques sont plus difficiles à avoir et interpréter. Au regard du nombre aussi, hein, nous avons 8 éleveurs naisseurs-engraisseurs qui nous ont transmis des données. Donc là, effectivement, la taille d'atelier, là pour le coup, elle était sensiblement identique, hein, 65 en 2014, 65 en 2016. Le nombre de porcs produits par truie présentée par an, et là il y a du travail aussi à faire, puisqu'on a 14,7 porcs. En conventionnel, on dépasse les 24-25, alors après avec des variabilités. Mais il y a aussi un travail à faire, ça veut dire qu'il y a au-delà de l'économique, il y a aussi des choses à faire pour la survie des animaux. Voilà. Donc il y a sans doute des choses à faire. Alors il y a une partie qui est expliquée, notamment, on le disait, hein, c'est qu'on a un âge au sevrage différent quand même. Il faut aussi en tenir compte. Par contre, ce qu'on peut noter, notamment en lien avec ce qui vient d'être dit sur l'aliment, c'est qu'on a des consommations d'aliments par truie assez élevées. Hein, puisqu'on est sur des quantités d'aliments qui sont autour de 1500 kg d'aliments, avec des aliments fatalement plus chers, donc ça a une incidence non négligeable sur l'économique. Là aussi, il y a sans doute des choses à regarder, à travailler pour essayer d'améliorer ces données-là. Bon, on a des porcelets qui sont naturellement assez lourds, puisqu'ils sont sevrés à 40 jours, mais aussi avec une grande variabilité, hein, parce que le poids moyen est à 11,4 kg, mais avec des porcelets qui vont de 8 kg jusqu'à 12,9 kg, et dans les conditions d'élevage biologique, bah, ils n'ont pas les mêmes chances, ces porcelets-là. Voilà. Le poids moyen de sortie est assez lourd, hein, on voit autour de 120, 121, 122 kg. Alors ça répond à toutes les questions qu'on a eues ce matin hein, sur l'abattage, besoin de viande, mais en même temps besoin de pas trop de gras, de produits différenciés, et avec une variabilité de 104 kg à 130 kg. Ça reste dans les élevages que l'on a suivis, des animaux relativement standards en termes de poids. Un petit peu plus lourd, mais pas plus. Là aussi, des quantités d'aliments consommés par porc assez importantes,
qui peuvent expliquer aussi les coûts, on en parlera tout à l'heure en termes de répartition des coûts, et des durées de sevrage vente, alors là aussi qui sont regardées avec un peu de prudence parce qu'elles sont que 8 élevages. 165 c'est bien, 123 c'est très bien, 209 c'est bizarre. Voilà. Donc il faut être prudent sur ces chiffres parce que c'est déjà beaucoup. Alors un animal qui pousse doucement, qui mange beaucoup, forcément il a tendance à coûter un peu plus cher. En termes de TMP, alors on l'a évoqué ce matin directement parce qu'on a parlé, on veut du lardon maigre. Alors c'est toujours un peu bizarre comme phrase je trouve, du lardon maigre, mais c'est une réalité, on veut du lardon maigre. Donc on va chercher des animaux maigres et on est, au regard de ce que l'on a en disposition de matières premières, pas trop mal finalement en termes de TMP. Mais quand on discute avec les gens des filières, on se rend compte qu'il faut, c'est un peu un minimum quand même, il faut pas trop descendre en dessous parce que ça ne répond pas forcément au marché. Voilà. On avait quelques données chez des éleveurs post-sevrants engraisseurs parce que la particularité quand même de l'élevage bio, c'est qu'il y a un peu plus de séparation du naissage et du post-sevrage engraissement. Il y a des naisseurs d'un côté, des post-sevrants engraisseurs de l'autre. Ce qu'on peut noter, ce qui est intéressant, alors on est sur des chiffres à peu près identiques en termes de poids moyen d'entrée, de poids de sortie, de consommation. Mais en tendance, c'est un petit peu mieux. C'est des éleveurs peut-être un peu plus spécialisés. En termes de technique, j'entends, en tendance. Hein. Mais toujours à prendre avec des précautions, on a 17 élevages. Alors, quelques données de répartition sur les coûts de production, alors qui sont très variables et dont je ne vous parlerai pas en brut, clairement. Mais par contre, il faut avoir en tête que l'aliment coûte entre 65 à 75%. Cette année, peut-être un peu plus, on verra. La tension qu'il pourrait y avoir sur les matières premières peut faire monter les prix des aliments. Je ne sais pas, on verra. Mais c'est des parts très importantes. C'est-à-dire que dans le coût de production, cette part alimentaire, elle est très importante. Elle est suivie, alors pas de près, mais le deuxième, c'est l'amortissement, 15 à 20%. On en reparlera un petit peu par la suite, notamment avec toute la partie enquête logement et un peu de perspective. Et puis après, on a la main-d'œuvre que j'ai marqué autour de 15%, mais parce que c'est quand même la donnée la moins renseignée, donc c'est une estimation. Est-ce que les éleveurs de porc bio comptent bien leur temps? Je ne suis pas convaincu, il ne faut pas la négliger. Alors, il ne faut pas la négliger pour les gens qui sont en place, ça peut peut-être s'améliorer, mais c'est surtout pour les nouveaux entrants, les nouveaux éleveurs, il ne faut quand même pas négliger ce temps de travail. On est sur des systèmes plus gourmands en temps. Et les autres charges, elles sont diverses et variées. Il peut y avoir de l'eau, l'électricité, le renouvellement des animaux, etc. C'est entre 10 et 15%. Donc bien retenir que l'aliment, c'est le premier poste et de loin le plus coûteux, suivi de l'amortissement pour ceux qui s'installent. Alors les enjeux pour l'élevage, le bâtiment, parce que c'est des coûts d'investissement assez élevés. On a estimé, avec quelques données que nous en a, et de manière très modeste, les données, que le coût des bâtiments, aujourd'hui, c'était entre 7 et 15 000 euros pour un élevage naissant-engraisseur pour la truie et sa suite. Ça fait des élevages, pour avoir un ordre d'idée, on peut estimer qu'un élevage de 100 truies, c'est un investissement d'1 million d'euros. Voilà. Ça fait quand même des chiffres non négligeables. Donc forcément, ça pèse sur le coût de production. Après, les enjeux, alors pour nous aussi, Institut, et je mets l'IFIB et l'ITA, c'est la conduite d'élevage. On est avec Antoine très impliqué là-dedans via des études que nous essayons de faire. Notamment, c'est comment améliorer la productivité des truies, parce que je vous disais tout à l'heure, les truies consomment beaucoup. Mais si avec cet aliment, elles pouvaient pas sevrer un peu plus de porcelets, on pouvait vendre un peu plus de cochons, déjà, elles coûteraient moins cher. Donc ça serait déjà un plus pour l'éleveur. Il y a des choses sans doute à faire sur les indices de consommation, au travers de la conduite, mais au travers aussi comment réussir l'aliment 100% bio demain, qui sera un enjeu technique mais aussi économique, et qui aura forcément une incidence sur les indices de consommation selon les possibilités que nous aurons. Alors aujourd'hui, on n'est pas tout à fait capable de vous dire quelles seront ces possibilités, on y travaille toujours, on a des projets en cours et des projets qui vont se déposer par la suite. Je reprenais un peu le graphique, c'était juste un projet qu'on avait fait, ProTAB, auquel on avait participé. Alors, il y a plusieurs personnes dans cette salle qui ont participé. Et c'est vrai qu'on s'est souvent posé la question, est-ce qu'on peut développer, est-ce que le 100% bio nous permettra d'utiliser plus de protéagineux? Et la réponse, elle est malheureusement non, au regard des informations que nous avions à l'époque. Voilà, je dis bien, il faut le mettre dans un contexte. Il faut voir que alors je ne sais pas si c'est un danger, mais le risque en tout cas du 100% AB à l'époque, tel qu'on l'avait calculé, c'est que, et en discussion avec la profession, c'est qu'on allait augmenter l'incorporation de tourteaux de soja et utiliser moins de protéagineux. Donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien, c'était un constat à l'époque.
Et pour finir, les autres enjeux pour l'élevage qu'on a pu, alors on en a parlé un tout petit peu ce matin de sanitaire, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est vrai, dans notre journée. Quelques mots qui nous reviennent, de questions en tout cas, d'interrogations qui nous reviennent. La gestion du parasitisme, en élevage pour bio, même s'il y a des traitements possibles, il y a peut-être des choses, il y a des volontés en tout cas de chercher d'autres solutions, d'améliorer en tout cas le traitement du parasitisme. Et beaucoup de questions autour des traitements alternatifs et de leur, comment dire, leur autorisation, voilà, le fait de pouvoir les utiliser sans contrainte, la légalité de ces traitements, voilà. C'est des questions qui nous sont posées. Alors, il peut y avoir par-ci, par-là des projets qui se déposent, il y en a je crois eu quelques-uns, il y en aura sans doute d'autres. Donc c'est un travail sur lequel nous, Institut, on pourra être amené à travailler. Voilà. Et on est déjà actif en la matière. Voilà. Et alors on en a parlé un tout petit peu ce matin, la production biologique et le bien-être animal. Ça c'est un sujet effectivement tout chaud, on l'a dit donc. Hein. On a un projet qui va se déposer dans les jours qui viennent autour de la castration sans douleur et les alternatives à la castration en production porcine biologique. Et effectivement, compte tenu de son mode de production, la production porcine biologique est sans doute un peu plus à risque au niveau des odeurs pour les mâles entiers, donc il faut trouver des solutions pour améliorer ça. Et puis une chose aussi à regarder, ce sera le bilan environnemental du porc bio. La vraie question, c'est comment l'améliorer au regard de la problématique protéique, parce que chaque fois qu'on interdit des matières premières, on utilise plus de protéines, on risque de rejeter plus de protéines, donc il faut essayer de trouver des solutions pour aller dans le sens de l'amélioration. Je crois que j'ai fini. Voilà. Je vais passer maintenant la parole à Antoine. Merci.